à mon tour, parce que c'est la première fois que j'interviens sur un article de la loi, l'occasion de remercier notre collègue Aurélien Pradier pour l'initiative qu'il a conduite, son groupe, et puis la qualité de nos débats, parce que je crois que le sujet, effectivement, mérite et obtient la qualité de ces débats, un travail transpartisan. Sur l'article 2, et donc l'ordonnance de protection, je voulais dire un certain nombre de choses qui ont pour beaucoup été évoquées ce matin. L'ordonnance de protection est un outil un peu particulier de notre droit. C'est probablement un outil qui est un peu disruptif. C'est certainement ce qui explique, notre collègue le disait ce matin, que certains magistrats ont des réticences à utiliser cet outil, pourtant très adapté parce qu'il permet à la fois, dans l'urgence qu'exige la réponse de la justice et donc de l'État aux agressions ou aux menaces qui pèsent sur les victimes, c'est un outil qui permet sans dépôt de plainte, et nous y sommes très attachés, avec plainte ou sans dépôt de plainte, mais sans dépôt de plainte, ça prouve que l'outil est suffisamment souple pour tenir compte de la réalité que vivent ces femmes, bien souvent, victimes d'agressions, c'est-à-dire la difficulté à aller, compte tenu des pressions qu'elles subissent, jusqu'à un dépôt de plainte. L'article 2, et ça a été évoqué, proposera un certain nombre de modifications, notamment sur les deux objectifs majeurs qui doivent nous porter dans ce débat sur cet article. L'urgence qu'il y a à répondre, c'est le sens de la réduction du délai et de la précision de ce délai circonscrit dans les 6 jours. Et c'est aussi un arsenal complété. J'aurai des amendements à défendre, j'y reviendrai plus tard, mais je voudrais revenir un peu sur un débat que nous avons eu ce matin et qui me pose un souci. Comme d'autres, certains de mes amendements ont été déclarés irrecevables. Ça, c'est normal en vertu de l'article 40 et surtout de la capacité que ces amendements avaient à créer une charge. Et je voulais revenir aussi ici sur le constat que nous sommes dans une double impasse, parce que si nous ne pouvons pas créer de charge quand on souhaite modifier le droit, si je dépose cet amendement pour créer une charge au moment du budget, on me dira « mais le droit n'est pas adapté, vous ne pouvez pas solliciter ces moyens ». Donc je voulais simplement solliciter Madame la garde des Sceaux pour que nous ayons cette réflexion un peu plus tard dans le cadre de nos débats des outils à utiliser. Merci. Je vous remercie. Cet amendement a pour beaucoup une inspiration commune avec notre collègue Aurélia Louis, même s'il est plus circonscrit puisqu'il porte sur une partie seulement de l'arsenal dont dispose le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de protection. L'amendement propose de prolonger la capacité pour le JAF de dissimuler, de donner la possibilité à la victime de dissimuler son domicile ou sa résidence par rapport à des faits de violence présumés et à surtout une dangerosité confirmée. Ce ne sont pas des mesures qui, dans l'arsenal de l'ordonnance de protection, sont attentatoires aux libertés du défendeur, c'est-à-dire de l'auteur présumé. Ce sont seulement les deux dispositifs du 6 et du 6 bis qui viennent simplement permettre à une victime, et ça a été très bien dit tout à l'heure, je veux le réitérer, qui peut parfois prendre un temps supérieur à celui qui est prévu par le Code civil, c'est-à-dire supérieur à 6 mois, pour aller prolonger en tout cas son premier acte de signalement par un porté-plainte. Nous avions débattu en commission de cette perspective, de cet amendement. Monsieur le rapporteur nous avait demandé de le retirer. Nous l'avions fait afin d'essayer d'affiner la rédaction. C'est, je crois, aujourd'hui possible. Cet amendement, et je conclurai là-dessus, Monsieur le Président, reprend une orientation qui avait été formulée par le rapport sénatorial à la délégation aux droits des femmes en 2016 pour tenir compte justement de l'absolue nécessité dans notre arsenal juridique de tenir compte des spécificités de ces actes qui, bien qu'ils soient violents et a priori tous susceptibles de porter plainte, ne se traduisent pas par une plainte déposée par la victime. La victime a un processus qui est propre, qui peut être long, qui doit pouvoir être intégré dans notre dispositif, en tout cas dans les mesures que le juge aux affaires familiales peut prendre et potentiellement renouveler. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, monsieur le rapporteur ? Chers collègues, c'est un avis défavorable de la commission, mais j'ai un avis favorable. Je voudrais profiter de la présence de la garde des Sceaux pour livrer cette réflexion parce que je pense que vous touchez un sujet du doigt qui n'est pas négligeable et qui est sûrement assez facile à régler. Votre proposition est de faire en sorte qu'au-delà de la période de 6 mois, qui est celle sur laquelle peut s'exprimer le juge aux affaires familiales dans le cadre de l'ordonnance de protection, il y ait une mesure qui puisse perdurer, qui est celle d'effacer l'adresse de la présumée victime ou de la femme qui demande l'ordonnance de protection. C'est un véritable sujet. Il ne me semble pas que cela pose un problème quelconque à aller au-delà de la période de 6 mois, puisqu'on n'est pas du tout attentatoire aux libertés du défendeur. Donc je ne vois pas ce que ça pourrait poser comme problème supplémentaire. C'est d'une utilité réelle pour continuer à protéger la victime.
Seul bémol, dans le cas où il y a des enfants, où au-delà de l'ordonnance de protection, il y aurait un rétablissement du droit de visite et d'hébergement, le fait de ne pas connaître l'adresse pourrait poser un problème. Mais à cette exception près, je pense que ce que vous touchez du doigt est une proposition de bon sens et qui pourrait être utile à beaucoup de femmes de notre pays. Je vous remercie. Madame la ministre. J'émets un avis défavorable à cette proposition d'amendement. J'ai d'une certaine manière déjà répondu par avance tout à l'heure lorsque nous avons évoqué la question de la dissimulation de l'adresse. J'entends bien le point spécifique que vous apportez, monsieur le député Dunoyer, qui est de dire, au fond, finalement, après la fin de l'ordonnance de protection, et sans avoir, si je vous ai bien compris, à renouveler la demande totale de l'ordonnance de protection, il faudrait que nous puissions conserver cette possibilité de dissimuler l'adresse. Écoutez, je ne souhaite pas émettre un avis défavorable parce que je n'ai pas la solution précise avec laquelle nous pourrions répondre à votre incitation. Je m'engage à y réfléchir pour la deuxième lecture. Oui, monsieur Dunoyer. Monsieur le Président, d'abord merci, monsieur le rapporteur, madame la garde des Sceaux. Je vais retirer cet amendement parce que les orientations qui viennent d'être données sont tout à fait positives et m'engagerai également à travailler avec les services de la chancellerie, monsieur le rapporteur, pour trouver une solution qui soit encore un peu plus adaptée. Merci. Donc cet article 3 et l'article 4 met le dispositif d'introduction dans notre code pénal d'un bracelet anti-rapprochement de manière obligatoire après 2 tentatives d'expérimentation en 2010-2017, ça a été rappelé, qui n'ont pas été conclusives, est un point très important de cette loi. Ça a été dit. Je ne vais pas être très long là-dessus. Je crois qu'il est très très important que nous puissions, à l'instar d'autres pays européens qui ont expérimenté avec succès cette mesure, permettre à des femmes qui sont victimes, dans un premier temps, d'agressions et dans un second temps, malheureusement parfois, de crimes, de ne plus vivre la peur au ventre. Ça a été très bien dit. Je voudrais simplement profiter de cette présentation de l'article 3 et de mon intervention pour rappeler, je remercie le rapporteur de l'avoir indiqué dans son rapport lui-même, les chiffres outre-mer, pour aboutir à une demande. Parce que malheureusement, sur le podium macabre des violences faites aux femmes, l'outre-mer se situe sur la première, la deuxième ou la troisième place, et la Nouvelle-Calédonie, territoire dont je suis originaire et député, malheureusement, affiche des taux 8 à 9 fois supérieurs. Lorsque l'on parle des agressions sexuelles commises entre conjoints dans la dernière année, c'est une femme sur 5 qui indiquait dans la dernière enquête en avoir été victime. C'est bien sûr 8 à 9 fois intolérable, pas moins intolérable ou plus intolérable. C'est simplement une situation que je vais indiquer parce que Madame la garde des Sceaux le sait, nous avons eu l'occasion d'en parler. Parfois, les dotations, ce sera le cas pour le téléphone grave danger, je réinterviendrai là-dessus, mais sur les bracelets anti-rapprochement, dans ces territoires, sont un peu à la traîne. Et je voudrais solennellement, même si ce n'est pas l'objet de l'article lui-même, solliciter de la part du gouvernement une vigilance particulière pour que lorsque cette loi, ce que je souhaite, sera adoptée, que ces bracelets pourront être mis à disposition des magistrats, que ces territoires ne soient pas oubliés. Les investissements techniques ont été réalisés en Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, pour les téléphones grave danger, ce sera la même chose pour les bracelets. Donc je voulais attirer l'attention du gouvernement sur ce point.